Il y a des sujets en médecine qui sont pas clairs ni précis. Il y a des sujets en médecine, même après la lecture de la littérature extensive, on n'est pas vraiment certain de quelle manière on doit procéder. Il y a des sujets, même après avoir consulté des experts, qui restent un flou, une zone grise. Aujourd'hui, on va parler d'un de ces sujets-là. L'embolie pulmonaire, intermédiaire au risque. Est-ce qu'on doit ou non thromboliser? C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Hey, salut Yann, ça va super bien et toi? Super. C'est un sujet, effectivement, comme tu l'as dit dans l'entrée de jeu, c'est très gris. La littérature est pas claire, donc c'est sûr que, tu sais, pour les auditeurs, hein, on va quand même faire la mise en garde un peu, là, de base. La littérature ici, elle n'est pas très solide, elle n'est pas très claire, donc ça se peut que vous ressortiez de l'épisode puis vous ayez l'impression que j'ai peut-être un peu de lecture à faire ou que finalement c'est toujours pas aussi clair. Je pense que c'est normal, la littérature tout autant. Donc on va vous encourager à aller voir dans les notes de la balado. On va mettre beaucoup de références pour que vous puissiez vous faire votre propre tête, là. Mais au bout de la ligne, on va essayer de vous donner une manière de fonctionnement ou une manière de vous orienter un peu plus par rapport à ce sujet-là. Alors, l'embolie pulmonaire intermédiaire au risque. C'est assez facile là, lorsqu'on veut parler des classifications. Si on parle des embolies pulmonaires faible risque ou haut risque, c'est assez clair. Hein? Les faibles risques, on donne une anticoagulation standard. Puis les hauts risques, quand ton patient est en pré-code ou en code, c'est assez évident qu'il faut les thromboliser. Mais le groupe dans le milieu, Mathieu, comment on pourrait les classifier puis les stratifier, là, les embolies pulmonaires qu'on considère comme étant risque intermédiaire? Ça, c'est une bonne question. On va, tu sais, juste pour le bénéfice de certains auditeurs, tu sais, on va se rappeler, hein, avant, on utilisait le terme massif, submassif dans la littérature comme embolie pulmonaire. Ça, c'est un terme qu'on délaisse de plus en plus pour utiliser une stratification basée sur le risque de mortalité. Donc, comme tu l'as dit, tu as les faibles risques où, dans le fond, ben, on a trouvé une embolie pulmonaire, mais finalement, on n'a pas de dysfonction du ventricule droit, on n'a pas nécessairement de biomarqueur cardiaque élevé, on n'a pas une classification PSI qui est élevée, puis on n'a pas d'instabilité hémodynamique. Après ça, on a cette catégorie qui est intermédiaire, okay? Donc qui est à risque intermédiaire. Elle est classifiée en deux sous-catégories. Donc l'intermédiaire bas risque. Dans le fond, ça, c'est l'embolie pulmonaire où tu as une classe PSI au score qui est 3-4 et tu as soit un ou l'autre de dysfonction du ventricule droit à l'écho ou bien au scan où tu as des troponines qui sont élevées. Après ça, tu as l'intermédiaire qui est haut risque. Donc ça, c'est celle-là où elle est juste sur la limite. Dans le fond, c'est que tu as, comme on avait un classe PCI qui est élevé, 3-4, on a une dysfonction du ventricule droit qui est au scan ou à l'écho, et on a des marqueurs cardiaques élevés, mais nous avons toujours une stabilité hémodynamique. Okay? Alors que celle qui est à haut risque, c'est celle qu'on appelait la massif. Dans le fond, a tous les mêmes critères que l'intermédiaire haut risque, mais elle a une instabilité hémodynamique. On va mettre un beau petit tableau résumé là, dans les notes, là, vous pourrez vous y référer. Donc, quand on va parler d'intermédiaire haut risque, c'est ce qu'on appelait avant le submassif, puis le haut risque, dans le fond, c'est ce qu'on appelait le massif avant. Il y a ce qu'on se plaît à appeler les intermédiaires très haut risque. Peux-tu me parler un peu de comment on le catégorise, celui? Oui, en effet. Ça, l'intermédiaire très haut risque, là, c'est vraiment en discutant qu'on est arrivé avec cette classification qui n'est pas dans la littérature, il faut le mentionner. Mais c'est dans le fond, c'est de trouver le patient qui est sur la ligne fine entre ça va bien aller, puis où je vais décompenser au niveau hémodynamique. Puis dans la littérature, il n'y a pas énormément de choses, mais en discutant avec plusieurs experts, on se rend compte, basé un peu sur certaines données, qu'il y a des éléments cliniques qui peuvent nous pister vers cet intermédiaire très haut risque, là, entre guillemets. OK, donc c'est sûr que on peut utiliser le score BOVA, qui est un indice, un score qui est imparfait, mais qui peut nous donner qui peut nous donner une idée de base
du risque de s'en aller vers l'embolie pulmonaire au risque. Après ça, au niveau clinique, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Tu as l'index de choc qui est élevé, des pressions systoliques qui sont limites, là, 90-100, un patient qui tachycarde, un patient qui, à l'histoire, a une syncope ou presque fait une syncope, et un des marqueurs qui est, d'après moi, un des plus importants, qui est le lactate. Un lactate élevé. On dit souvent au-dessus de 2, là, mais je pense que le chiffre ici est plus ou moins important que la tendance. Est-ce que ton patient, s'il y a des lactates élevés, est-ce qu'ils vont diminuer? Est-ce qu'on va les corriger? Si la réponse est non, tu as des lactates élevés, ils continuent d'être élevés. C'est une hyperlactatémie qui est présumée d'être de type B2, donc vraiment secondaire à ton épinéphrine endogène. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ton patient, il y a une charge sur le ventricule droit qui est toujours présente, puis le débit cardiaque du ventricule gauche dépend littéralement de l'épinéphrine endogène. Et le fait qu'on n'est pas capable de baisser ces lactates-là, ça veut dire que le patient a toujours l'épinéphrine et qu'il reste à risque d'un collapsus cardiovasculaire. Oui. Fait que si on résume un peu, on sait que l'intermédiaire au risque, le patient n'a pas de choc, il y a une défaillance cardiaque droite, puis il y a des tropos augmentés. Si on ajoute les autres éléments, comme on vient de dire, par exemple les lactates ou une grosse charge thrombotique, une tachycardie en haut de 110, une TA qui est à peu près entre 90 et 100, qui est un peu limite, une désaturation, puis syncope, semi-syncope, ou l'hypothymie, on devrait dire, bien, ceux-là, ils nous amènent de plus en plus vers le vrai haut risque, donc un intermédiaire très haut risque. Alors, ces patients-là, on aurait une plus grande tendance à thromboliser. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces patients-là? On va y revenir un peu plus tard. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous avez ce genre de patients-là, si vous avez des intermédiaires au risque, quand on regarde la littérature, c'est à peu près 40% des patients qui vont avoir une embolie pulmonaire à l'hôpital. Puis c'est sur ces 40 patients-là, bien, vous avez un 10% de mortalité à un mois, ce qui est quand même assez significatif. Mais vous avez quand même un 90% qui vont s'en sortir sans de décompensation hémodynamique, de collapsus vasculaire ou d'arrêt cardio-respiratoire. Lorsqu'on compare ça aux patients qui sont vraiment embolie pulmonaire, qu'on appelait avant massive, donc haut risque, eux, c'est seulement 5% de nos patients, mais la mortalité est à 30% à un mois. Et si votre patient code, ben là, ça monte jusqu'à plus de 80% de mortalité. Donc, je le répète, les intermédiaires au risque, à peu près 40% de nos patients, puis 10% de mortalité à un mois, ce qui rend la décision difficile, parce que c'est pas comme s'il y avait plus de 80% de ces patients-là qui décompensaient ou qui mouraient à un mois, comme les patients en haut risque. Donc, c'est ça qu'il faut prendre comme en compte et il faut décider si on doit les thromboliser ou non. Avant d'arriver là-dessus, j'aimerais ça savoir, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de l'anticoagulation de base? T'sais? Est-ce qu'on doit aller avec une héparine de bois pas moléculaire ou une héparine standard qu'on appelle l'héparine IV ou non fractionnée? C'est une bonne question. La première chose qu'il faut se rappeler, l'anticoagulation demeure quand même une pierre angulaire du traitement de l'embolie pulmonaire. Puis ça, c'est une chose qui est vraiment, vraiment importante. Si tu as un patient qui est intermédiaire haut risque ou que tu penses qu'il est intermédiaire bas risque, mais tu dis, lui, là, je ne sais pas quel bord il va prendre, on ne donne pas de nouveaux anticoagulants oraux par la bouche. Hein. On donne de l'anticoagulation parentérale. HBPM, donc les héparines à bas pas moléculaires, ou l'héparine IV, là, comme tu disais. Je pense qu'un ou l'autre peut être considéré. Ce qui est intéressant de l'HBPM, c'est que ça va agir quand même assez rapidement et de façon soutenue. Donc, on a une pharmacocinétique qui va vraiment aider, qui va favoriser l'HBPM, surtout pour nos intermédiaires faible ou au risque, je pense que c'est une molécule qui peut être utilisée autant que la non fractionnée. C'est sûr que si on prend la non fractionnée, par contre, comme il peut y avoir une plus grande variabilité chez le patient, il faut s'assurer que votre protocole fasse des PTT de façon régulière, parce que certains protocoles, j'en ai déjà vu dans certains centres, parce qu'on faisait pas tant de PTT ou basé sur le PTT, on faisait un PTT de contrôle dans 12 ou 16, 18, 24 heures. Je pense que pour l'embolie pulmonaire, c'est très important de faire un PTT qui est régulier. Donc, c'est pas mal nos deux choix. Je pense que un ou l'autre, là, ça dépend aussi de vos institutions. Oui, puis effectivement, je pense que d'y aller avec un choix ou l'autre, c'est un petit peu votre feeling clinique qui va le dicter.
Juste deux petits détails à ajouter importants, c'est que, ben, un, tu l'as déjà dit, le bas moléculaire va avoir une efficacité thérapeutique, on va atteindre un niveau thérapeutique beaucoup plus rapide. L'héparin-IV va être un peu plus difficile à utiliser, mais le problème avec l'héparin-IV que je vois, c'est lorsqu'on regarde la littérature où est-ce que les patients ont eu de l'héparin-IV puis ont été thrombolysés, il semble avoir un petit peu plus d'augmentation de segments intracrâniens. Fait que ça, c'est à tenir en compte. Mais l'affaire, puis l'avantage par contre de l'héparin-IV, c'est que si vous décidez de thromboliser votre patient, puis vous n'êtes pas dans une instabilité majeure, mais vous prenez la décision, là, vous avez mis ce héparin-IV non fractionné, et là, vous décidez d'aller vers la thrombolyse, mais que le patient est capable de le prendre encore, bien, vous pouvez l'arrêter. Puis vous savez qu'en l'espace de 3 à 4 heures, vous n'aurez plus d'effet thérapeutique, donc ça va être beaucoup plus sécuritaire de thromboliser à ce moment-là. Évidemment, si le patient devient instable, on ne se pose pas ces questions-là, mais quand on a le loisir de le faire, l'héparin-IV semble être le bon choix. Mais si on doit thromboliser sous héparin-IV, il semble avoir une petite augmentation significative de segments à tenir en compte au niveau intracrânien. Fait que, tu sais, en résumé, là, tu sais, ton patient que nous, on appelle intermédiaire, très haut risque, là, peut-être que lui, ça vaudrait peut-être la peine de le mettre sur héparine non fractionnée, là, à ce moment-là, vu que lui, il y a peut-être un risque qu'on thrombolise, puis on sait pas trop quel bord qu'il va prendre. Oui, en effet. Maintenant qu'on a parlé de l'anticoagulation, on va aller plus dans le vif du sujet. Donc, peux-tu me faire un petit résumé rapide de nos deux agents thrombolytiques là, qui sont les plus fréquents? Ouais, ben, au Canada, nos deux agents, ça va être la tenecteplase, hein, connue sous le nom de TNK, qui est un agent qu'on va donner en bolus direct, en 5 à 10 secondes, dilution qui est très facile. Donc, c'est une administration, il y a vraiment cet avantage-là, le tenecteplase, c'est une administration qui est vraiment très facile. L'alteplase, ou le RTPA dans la littérature, lui, en contrepartie, il y a une dilution qui est quand même un petit peu plus compliquée. Peu importe le format que vous avez, là, il y a une technique pour diluer avec, la poudre avec le diluant qui est fourni. Donc, il y a un peu plus de manipulation, ça prend un peu plus de temps à préparer. Son avantage, par contre, c'est qu'il dure moins longtemps. Une demi-vie qui est vraiment plus courte au niveau de l'alteplase. Donc, ça pourrait être un avantage par rapport au tenecteplase. Je pense qu'un ou l'autre, ça dépend aussi de qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce qui est disponible également dans vos centres. Un des trucs qui, selon moi, est important, c'est que si vous thrombolisez avec un agent pour d'autres indications, peut-être essayer d'uniformiser aussi l'utilisation de la thrombolyse pour éviter qu'il y ait des erreurs de manipulation, par exemple, là, ou qu'on ait une pratique peut-être un peu plus uniforme, mais ça ici, c'est vraiment plus une gestion de risque. Fait que ça, c'est les agents qu'on a disponibles, qu'on peut utiliser en embolie pulmonaire. Mais la grande question, c'est quelle dose il faut utiliser en embolie pulmonaire? Oui, en effet, ça, c'est pas facile à déterminer, mais il y a de plus en plus de choses qui commencent à se clarifier. On connaît la dose de 100 mg d'alteplase qu'on donne de façon régulière. Le problème avec cette dose-là, c'est qu'elle a été étudiée pour les infarctus du myocarde et pour les accidents cérébrovasculaires. Lorsqu'on donne une dose de 100 mg, qu'on le donne de façon périphérique ou on le donne de façon voie centrale, ben, on le sait qu'il y a 100% de cette dose-là qu'on va donner, ça peu importe la dose qui va se ramasser au poumon, de par le fonctionnement de la circulation sanguine. Contrario, si on a un infarctus du myocarde et on donne une dose de 100 mg, il y a seulement 5% du médicament qui se ramasse au niveau des coronaires. Donc, la logique de dire qu'on doit donner une très haute dose pour une embolie pulmonaire, elle est plutôt faible. Comme tu l'as dit tantôt, la demi-vie de la TPA est à peu près de 4 minutes. Donc, on sait qu'il va y avoir à peu près 4 à 5 passages de ce médicament-là qui va se faire avant que le médicament devienne inactif. Donc, c'est extrêmement efficace et c'est pour ça que le 100 mg n'est peut-être pas nécessaire. On l'a vu avec Peto et avec Moppet, les doses étaient des demi-doses à 50 mg. On sait maintenant que l'efficacité est identique à 100 mg, puis on sait que les risques de segment sont diminués. Normalement, avec une dose réduite, on sait qu'on est en bas de 1% de segment intracrânien lorsqu'on regarde ces études-là, sauf lorsqu'il y a eu de l'héparin-IV, comme je l'ai dit précédemment. Le 25 mg, lui, ou le quart de dose qu'on appelle, ben, le risque de segment est à peu près équivalent à de l'héparin-IV, donc c'est assez sécuritaire. Le problème, c'est l'efficacité qui est plus ou moins démontrée, mais ça semble fonctionner. Lorsqu'on regarde les études comme Aiken en 2014, ben, on se rend compte qu'eux, ils donnaient 25 mg en 6 heures. On se rendait compte qu'il y avait une chute significative de la pression d'artère pulmonaire là, de 57 à 34. On le sait maintenant que le but n'est pas de réduire la pression d'artère pulmonaire ou ne pas la normaliser.
Parce que le but n'est pas de réduire un risque d'hypertension artérielle pulmonaire chronique, mais le but est vraiment de réduire le risque de collapsus vasculaire et d'arrêt cardio-respiratoire. C'est le seul et unique but de donner de la thrombolyse dans nos patients intermédiaires au risque ou à très haut risque, là, comme on disait au début de notre discussion. Donc, dans les faits, le choix de donner le médicament à demi-dose ou à quart de dose revient au clinicien à la lumière de ce qu'on peut voir dans la littérature. On peut y aller avec des doses personnalisées, hein, aussi, je pense, Mathieu? Oui, on peut y aller avec des doses personnalisées. Puis ça, c'est des doses qui vont être vraiment plus faibles, là. Dans la littérature, on parle de 25 mg en 6 heures, 25 mg en 24 heures. Donc vraiment des petites doses qui vont permettre justement de diminuer le risque de saignement. Mais là, tu sais, la littérature, elle n'est pas très solide. Il y a de la littérature qui supporte ces doses-là, mais c'est vraiment au cas par cas. Tu sais, ça pourrait être envisagé surtout chez des patients qui sont à très haut risque de saignement, par exemple. Ouais. On peut y aller aussi avec ce qui est cathéter dirigé. Donc, lorsqu'on regarde la littérature, il y a des choses intéressantes à ce niveau-là. Il insère 2 cathéters dans chacune des artères pulmonaires. Puis la moyenne qu'on voyait, c'est à peu près de 8 à 24 mg qui étaient donnés avec des efficacités très, très, très élevées au niveau de la chute d'artères pulmonaires. Il y a par contre une étude qui s'en vient, puis là, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu, mais c'est PETO 3 qui semble avoir quelque chose de prometteur. En effet, PETO 3, c'est une étude qui est en cours. Ce qu'elle va faire, PETO 3, c'est qu'elle va regarder une dose diminuée de alteplase combinée avec de l'héparine. Donc, c'est une dose d'alteplase de 0,6 mg par kilo, maximum de 50 mg, qu'on va donner sur 15 minutes. Donc, assez rapide. C'est vraiment rapide. Donc, c'est une demi-dose donnée assez rapidement. Puis, on va regarder est-ce que ça a sur un impact sur la mortalité ou la décompensation hémodynamique. Dans le fond, c'est vraiment l'objectif ici, c'est de voir, là, comme tu le disais, est-ce que l'objectif, c'est de diminuer le risque qu'on ait un collapsus cardiovasculaire. Donc, cette étude-là est en cours, elle devrait finir on s'attend dans les prochaines années, on devrait avoir cette réponse-là. Là. Je pense en même temps aussi PETO3 va venir aider pour la récidive des embolies pulmonaires à 30 jours, parce que l'outcome est vraiment à 30 jours, comme tu as dit, sur le collapsus hémodynamique, la mortalité, puis la récidive d'embolie pulmonaire. Fait que ça risque d'être intéressant, puis en plus, mais ils le font avec de l'héparine UV, alors que, comme on l'a dit au début, on s'est rendu compte que dans PETO 1, ben, il y avait un petit peu plus de segments là. Donc, ils prennent la chance de le faire, mais ils le font pas cette fois-là avec la TNK. Mais ça, c'est drôle que tu parles du TNK parce que la tenecteplase, il y a également des études en cours sur des doses diminuées. On parle de quart de dose puis de demi-dose qui sont en cours. Là, c'est des études adaptatives. Donc, moi, je pense que dans les prochaines années, on va avoir plus de données, autant pour l'alteplase que pour la tenecteplase, qu'elle soit positive ou non. La littérature va nous aider plus. Là, elle va se raffiner là, dans les prochaines années. Ouais, on a focusé beaucoup sur les études sur les thrombolyses. Mais il y a une thérapie qui est très intéressante et très importante, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est la radiologie d'intervention, donc essentiellement aller aspirer les caillots. On a suivi un webinaire là-dessus, là, c'était vraiment intéressant. Il y a plusieurs technologies possibles, mais essentiellement, c'est les radiologistes qui rentrent un cathéter puis ils font une thrombectomie. Là. Ils vont chercher tous les caillots. Ça semble extrêmement efficace. Ça semble rapide quand même. Hein, sont capables d'aller chercher les caillots dans un délai de 20-30 minutes. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Puis le webinaire était canadien, donc avec la grandeur de notre territoire, c'est impossible de penser que tous nos patients pourront avoir accès à ça. Et naturellement, si vous avez accès à ça, ça risque probablement d'être beaucoup plus efficace. Vous parlez avec vos radiologistes d'intervention et vous le faites. J'ai eu quelques cas, justement, où est-ce que j'avais beaucoup de caillots dans l'oreillette et j'ai parlé avec mes radiologistes d'intervention, puis ils n'osaient même pas rentrer parce qu'ils ne voulaient pas aller déloger un caillot. À ce moment-là, on décidait de thromboliser. Donc, la discussion doit se faire toujours parce que même si la technologie semble très prometteuse et très efficace au niveau de la radiologie d'intervention pour les thrombectomies, ben, la thrombolyse a toujours sa place. Puis on se rend compte de plus en plus dans la littérature que la thrombolyse est utilisée. Il faut juste savoir quand l'utiliser, à quel moment l'utiliser, puis de façon la plus sécuritaire possible. Ouais, tu as raison. C'est probablement la voie à utiliser là, qui est la radiologie d'intervention. Mais comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement facilement accessible dans tous les centres. Je sais que vous avez publié récemment
un rapport de cas là, où ce que vous avez comme une solution intermédiaire, si je peux me permettre, qui est comme entre la thrombolyse et in situ, puis l'aspiration par cathéter. Parle-moi-en un petit peu plus. Oui, en effet, moi et mes collègues, on a publié dans le Journal Endovascular Resuscitation and Trauma Management. C'est juste un case report, comme tu as dit. Puis, au fond, c'était un intermédiaire au risque, là, exactement comme ce dont on parle depuis le début de notre discussion. Puis, dans les faits, on a décidé d'y aller avec un cathéter dirigé, mais sans intervention radiologique, c'est-à-dire qu'on a inséré un swan, on l'a mis dans le tronc de l'artère pulmonaire, puis on a injecté, on a donné un bolus de 10 mg d'altéplase, puis ensuite de ça, on a donné 1 mg à l'heure. Puis on a surveillé notre PAP. Notre swan, il nous permettait de calculer notre PAP en direct. Puis lorsqu'on a eu une chute de PAP significative, là, on avait eu une chute de pas loin de 20 à 25, on a décidé d'arrêter notre traitement. Ça nous a fait un total de 30 mg, donc qui était un petit peu plus que le quart, mais qui était totalement sécuritaire. On n'a eu aucune problématique. Évidemment, c'est un case report, donc c'est un N égale à 1. Ça vaut ce que ça vaut, mais on l'a lancé comme ça dans la littérature pour se dire peut-être qu'une équipe dans un centre universitaire va être capable de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus poussé avec ça. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le SWAN, c'est pas toutes les infirmières qui sont à l'aise avec ça. Puis, on a fait en même temps toute l'évaluation par échographie. Donc, on évaluait de façon très avancée notre PAP, notre RVOT, on regardait, on évaluait notre TAPSI, on faisait tous les trucs que l'échographie du cœur droit nous permet de faire, puis on pouvait aussi le corréler avec notre SWAN. Dans les faits, pour ceux qui ne sont pas capables d'utiliser des SWAN ou qui n'en ont pas de disponibles, on peut faire le même principe avec l'écho. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus compliqué d'aller à chaque heure faire une échographie à toutes les 2 heures, mais vous allez être capable d'au moins de réduire votre dose puis d'y aller de façon plus précise. À ce moment-là, vous utilisez seulement une voie centrale ou une périphérique, là, ça a peu d'importance, là, puis vous y allez avec l'échographie. Essentiellement, on voulait juste lancer l'idée, puis ça plaisait à l'esprit de le faire, c'était sécuritaire, puis ça nous a permis de réduire, en fait, de presque donner un tiers de dose là, à 30 mg de notre dose. Là. Si tu permets, c'est vraiment, vraiment intéressant comme rapport de cas. Puis ça se rapproche un peu aux doses personnalisées qu'on parlait tantôt. Donc, c'est peut-être vers ça que l'avenir va être pour la thrombolyse. Donc, des petites doses qu'on va donner pour diminuer justement ce risque de saignement-là. Donc, mais c'est vraiment très intéressant là, comme rapport de cas. Oui, puis c'est sûr qu'on va continuer à faire cette approche-là tranquillement lorsqu'on va avoir des cas intermédiaires au risque comme ça. Mais c'est quand même assez lourd à organiser, mais un coup qu'on est installé, ça va bien. Puis naturellement, ben, on a le temps de s'installer parce qu'au fond, on commence l'anticoagulation sur ces patients-là. De toute façon, c'est les urgentologues la plupart du temps qui commencent l'anticoagulation. On est capable d'installer nos cathéters ou faire seulement l'échographie. Puis on voit ce que ça donne. Mais bref, on vous donnera plus de nouvelles si on augmente notre nombre de cas ou si une grande université décide d'y aller dans cette optique-là. Mais oui, c'est quelque chose d'assez intéressant ou de prometteur. Là. Puis comme tu l'as dit, c'est un peu dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui est comme un peu intermédiaire. C'est le cas de le dire, on parle juste d'intermédiaire aujourd'hui, là, mais c'est comme une approche intermédiaire lorsque vous n'avez pas accès à de la radiologie d'intervention puis que vous êtes un petit peu habile techniquement ou à l'échographie, en effet. Bref, Mathieu, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il reste beaucoup de choses à trouver dans les prochaines années, mais essentiellement, à la lumière de ce qu'on a comme littérature actuellement, je pense que le tour d'horizon a été fait. Maintenant, comme tu l'as dit au début, il va falloir laisser nos auditeurs qui sont des cliniciens décider la meilleure approche. Essentiellement, une chose qui serait importante pour chacun de développer dans leurs hôpitaux, c'est des PERT teams, hein, des équipes là, faites justement pour ça, pour la thérapie au niveau des thromboses pulmonaires. De cette façon-là, vous êtes capable de standardiser une approche, puis d'avoir une approche qui va être bénéfique pour tout le monde, puis essentiellement pour vos patients, en réduisant le risque le plus possible. Alors, si c'est ça le message qu'on devrait dire, c'est essayer de bien réviser votre littérature en groupe, en équipe, avec vos radiologistes, avec vos pneumologues, avec vos hématologues et avec les intensivistes dans vos hôpitaux, puis de créer un PERT team. Je pense que ça fait partie de l'avenir. Ça assure une standardisation, ça réduit la mortalité, ça a été démontré dans la littérature, puis ça aide tout le monde à prendre la décision en groupe, parce que c'est jamais une décision qui est facile à prendre, c'est jamais une décision qui est simple à prendre lorsqu'on est seul. Donc, en équipe, on réduit le fardeau puis on s'aide un peu à prendre une décision éclairée pour chacun de nos patients.
Parce que chacun de nos patients, comme on le sait, c'est jamais one size fit all. C'est toujours une approche adaptée. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Je pourrais pas mieux dire, Yann, que les soins critiques, c'est un travail d'équipe, c'est un sport d'équipe, comme j'aime bien dire. L'embolie pulmonaire en est particulièrement une. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un message important qui est dans le fond de vous entendre un peu en équipe et de discuter pour être certain qu'on a une approche qui se ressemble. Mais ça permet aussi d'augmenter nos données collectives, entre guillemets, dans votre équipe, ce qui va permettre de prendre peut-être des meilleures décisions au fil du temps. Oui. Puis il y a quelque chose qui me dit, Mathieu, qu'on va sûrement refaire un autre épisode là-dessus dans les prochaines années, au fur et à mesure que la littérature va sortir. J'en suis presque certain. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, on est sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Apple, Google. Venez nous rejoindre. Je vous dis au revoir. Salut Matt. Salut Yann, salut tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.